Et bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouveau segment qui va être consacré à un film de Noël peut-être, en tout cas un film qui sort dans cette période de Noël sur Amazon Prime. Et ce film c'est Silent Night de John Woo. C'est sorti au cinéma aux États-Unis, mais en France ça sort chez Amazon Prime Video. Premier film de John Woo, qui était alors John Woo, réalisateur hongkongais, assez adulé, qui a fait tout un tas de classiques du film d'action, je pense qu'on peut le dire. Je pense à Toute épreuve ou à The Killer, qui à un moment est parti faire sa carrière aux États-Unis et notamment réalisé Mission Impossible 2. Je pense que c'est peut-être le truc le plus notable qu'il a fait aux États-Unis. Ensuite, il est reparti en Chine à partir de 2008. Alors c'est aussi au moment où la production chinoise commençait à avoir des moyens beaucoup plus conséquents. Il a fait quelques films là-bas, notamment Les Trois Royaumes, par exemple, qui est un film plutôt historique, plutôt sympa. Et donc là, il revient aux États-Unis pour faire un film historique ou historique teinté de légende, on va dire ça comme ça. Ça te va? Oui. Et en tout cas dans un contexte historique. On pourrait dire ça aussi. Et c'est son premier film depuis 6 ans, puisque son dernier film datait de 2017. Ça s'appelait Manhunt et c'était en Chine. Donc c'est un retour qui est quand même très attendu. Et en plus, c'est un retour dans le genre du film d'action qui a fait la renommée de John Woo. Au scénario, nous avons, alors oui, je commence par la fiche technique, hein, comme d'habitude. Donc au scénario, nous avons Robert Archerlin, alors mystérieux scénariste. J'ai regardé sa page IMDb, et mystère. Il a réalisé 3 films à petit budget en 2007. C'est-à-dire vraiment, il s'est pas dit je vais faire un film par an. Non, en 2007, il a réalisé 3 films à petit budget, et c'est à peu près ses seuls crédits. Donc voilà, je sais pas exactement comment il s'est retrouvé là, mais voilà. Donc si vous avez des intel, des insights sur qui est Robert Archerlin, ça m'intéresse, ça m'a rendu curieux. À la production, c'est assez intéressant parce que déjà on peut parler peut-être un petit peu de l'origine du projet. J'ai pas trouvé énormément d'informations là-dessus, mais là il y a une productrice qui est derrière qui s'appelle Erika Lee et qui est une productrice un petit peu spécialisée dans les films d'action, tendance thriller, et notamment quand on regarde son CV, c'est pas mal du tout, puisque c'est la productrice de John Wick, c'est la productrice de Sicario de Denis Villeneuve, et c'est la productrice de cet excellent thriller qui s'appelle Wind River, avec Jeremy Renner. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande, c'est vraiment très bien. Et donc, ma théorie que je fais sur l'origine de ce projet, c'est que c'est un film de commande. En fait, elle a reçu le scénario, elle a trouvé ça intéressant, elle cherchait peut-être à faire un projet avec John Woo, ou elle a pensé à John Woo d'une certaine manière, et c'est comme ça que le projet s'est lancé. Ça s'est lancé, je pense, après la période du Covid, vers 2021. À la photographie, nous avons Sharon Mayer. Alors Sharon Mayer, quand on regarde sa filmographie, c'est assez étonnant. C'est un mix de commercial et d'indé, et côté indé, on a des choses plutôt intéressantes, notamment moi un film que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas très connu, qui s'appelle Mean Creek, et on a Whiplash. Alors ça c'est déjà un petit peu plus de notoriété publique, et il a également fait pas mal de séries télé, et notamment récemment le remake de la série Roots, qui était une série un petit peu culte. Il a refait ça pour History Channel, c'est une série sur l'esclavage. Donc quelqu'un qui est plutôt en train de monter, je dirais, en tout cas depuis Whiplash. Au montage, nous avons Zach Steinberg. Alors Zach Steinberg, très intéressant. Oscar du meilleur montage pour un petit film dont vous n'avez pas entendu parler qui s'appelle Matrix. Donc voilà, assez étonnant de voir le monteur de Matrix se retrouver chez John Woo. Et en fait, il a travaillé avec les Wachowski sur pas mal de leurs films, notamment Bound, je crois. Et il avait également fait des montages précédemment, notamment... Alors, en fait, c'est un vieux de la vieille, parce que dans ses premiers crédits de montage, on a Police Academy, le tout premier, et on a Cavale sans issue. Alors, attends, Cavale sans issue, que je vérifie par ailleurs, mais est-ce que c'est pas un film de John Woo, ça, Cavale sans issue? Je sais pas, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est un film avec Van Damme. Ah non, c'est pas le John Woo, c'est Robert Harmon. Parce que Van Damme, John Woo a fait un film avec Van Damme, puisque c'est Van Damme qui a ramené John Woo à Hollywood, n'est-ce pas? Et Tsuyark. Et Tsuyark, pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, c'est lui qui a ramené les réalisateurs hongkongais à Hollywood. On peut lui faire crédit de ça. Et plus récemment, il a fait le montage, ce Zach Steinberg, de La Stratégie Under. Un space opéra que j'avais plutôt apprécié. Je sais pas ce que tu en avais pensé, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. À la musique, nous avons Marco Beltrami. Alors, Marco Beltrami, il en a fait des caisses et des caisses de bandes originales de films. Compositeur très prolifique, donc Scream, Terminator 3... plus étonnant, il a fait les Mesrine avec Vincent Cassel, World War Z, ou plus intéressant, Snowpiercer de Bong Joon-ho. Donc plutôt un faiseur, mais voilà, donc première collaboration a priori avec John Woo, et il va travailler aussi sur son prochain film, qui a déjà été annoncé, puisque ce sera un auto-remake du film The Killer,
avec notamment Omar Sy. Alors ce sera pas Omar Sy le killer, puisque le killer sera une femme, a priori, selon les actualités que j'ai lues. Donc ça y est, cette fois, il va y avoir un film The Killer qui va être un remake de The Killer. Oui, et qui ne sera pas le The Killer de David Fincher dont on a parlé. Et, oui. Je pensais déjà à la base c'était un remake de The Killer, mais... ah oui, c'est ça, exactement. Et donc allez voir le segment, ça a été le tout premier segment qu'on avait fait sur la chaîne. Au casting, on a Joel Kinnaman. Alors est-ce que tu l'avais déjà vu toi, Nam, Joel Kinnaman? Alors sa tête me dit quelque chose, je pense l'avoir déjà perçu quelque part, mais je ne saurais pas dire où. Après je me suis pas renseigné. En fait, alors c'est un acteur déjà qui est certes américain, mais en fait il est américano-suédois, et donc en fait il a commencé sa carrière en Suède. Et il a fait une série de films suédois qui est assez connue, c'est des polars, ça s'appelle Easy Money. Je crois qu'il a fait les 2 premiers, il y en a peut-être 3. Et ensuite, son premier lead à Hollywood, c'est le remake de Robocop, de José Padilla, qui était pas très bien, et on voyait pas sa tête, du coup, manifestement. Et plus connu, il a fait en série télé, il a fait Altered Carbon, la série Netflix. Oui, voilà, oui. Et il a fait sur Apple TV+, For All Mankind, cette excellente série sur la conquête spatiale que je vous recommande, où c'est le lead, et il est vraiment très très bien dedans. Ça me faisait très plaisir de retrouver Joel Kinnaman dans un premier rôle. Et on a également 2 autres rôles qui seront de moins d'importance, enfin des rôles secondaires. Et il joue dans Suicide Squad, ouais, c'est lui le chef. Ah oui, j'avais oublié Suicide Squad. C'est pas son meilleur rôle, mais c'est vrai que c'était un premier rôle dans le film avec Will Smith. Il apparaît dans les 2, parce qu'il est dans celui de James Gunn aussi. Et bah c'est bien possible. Voilà. C'est bien possible. On a également au casting Catalina Sandino Moreno. Alors ça c'est une actrice que j'avais pas vue depuis bien longtemps et que j'aime beaucoup. C'est une actrice colombienne. Elle avait fait un film sur le trafic de drogue qui s'appelait Maria pleine de grâce. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est ce qu'il avait révélé. Et après elle était devenue un petit peu coqueluche du cinéma indé. Elle avait tourné dans Paris Je t'aime notamment. Et elle a fait une série télé qui s'appelle The Affair, que je n'ai pas vue mais que je crois est une série assez connue malgré tout. Et nous avons également Kid Cudi, le rappeur, qui avait commencé une carrière d'acteur il y a un petit moment. Alors moi le premier film où je l'avais vu c'était Need for Speed. Voilà, donc un crédit comme un autre. Et également, il a joué dans X, le film de Ty West, le film d'horreur. Et il avait produit un film pour Netflix l'année dernière ou l'année d'avant qui s'appelait un film d'animation, dans lequel il faisait la voix du personnage principal qui s'appelait Intergalactic et qui était très chouette aussi. Alors Nam, est-ce que c'est un film de Noël? Est-ce que c'est un film de Noël en retard? Est-ce que tu peux nous faire le pitch? Et pourquoi on commence voilà, donc, sur cette première image, peut-être une banlieue pavillonnaire des États-Unis avec un petit ballon rouge qui s'envole? Eh bien, parce que tout comme dans un célèbre court-métrage qui s'appelle Le Ballon Rouge, voilà, de Albert Lamoris. Oui, je regarde, voilà, je regarde mes, mes captures d'écran Wikipédia. T'as pas vu Nam, j'ai fait comme toi. Ah oui. Le Ballon Rouge, qui est un court-métrage assez célèbre, d'ailleurs, qui est très sympa, qui peut se trouver gratuitement sur YouTube, donc allez le regarder. Qui est en fait un petit garçon qui cherche un ballon rouge, et on va suivre un grand garçon au début qui pourchasse également un ballon rouge. J'ai une petite anecdote à propos du film Le Ballon Rouge. C'est réalisé par Albert Lamoris, qui a fait plusieurs courts-métrages. Son autre court-métrage qui est très connu, moi je l'avais vu en école primaire, ça s'appelle Crin Blanc, c'est sur un cheval dans la Camargue. Et Albert Lamoris, c'est le gars qui a inventé le jeu de société Risk, aussi par ailleurs. Oui, d'accord. Et je crois qu'il est mort dans un accident d'hélicoptère. Comme quoi, je déteste les hélicoptères. Voilà, sans doute pour ça. Et donc du coup, Nam, quand est-ce qu'on va apprendre ce ballon rouge, à quoi il correspond? Et très rapidement. Enfin, t'attends 10 minutes et c'est bon, t'as la réponse. D'accord. De toute façon, après, on enchaîne avec le deuxième plan du film. Alors, je sais pas si tu l'as mis. Ah, je ne sais pas. Ah, j'ai pas mis, peut-être pas exactement le deuxième. Mais en tout cas, on a un générique qui commence avec un homme qui court. C'est ça, oui voilà. En fait on le voit en gros plan avec des coups de feu dans le fond et tout. Je trouve ça très sympa comme mise en jambe. On voit que, alors déjà oui, c'est ce qu'on appelle un début in media res, désolé, je commence à flexer, c'est-à-dire on commence au cœur de l'action, on voit un homme courir, effectivement on a le générique et on a des gros plans. Alors à la fois on entend une musique de Noël en arrière-plan, on entend également des coups de feu, et on a des alternances de plans entre le nez de son renne, là qui est sur le pull, son visage qui a l'air vraiment très... fatigué parce que ça se voit qu'il court depuis un petit moment. Et alors ça, plus étonnant, il a une espèce de clochette autour du cou. Alors sans doute clochette de Noël, je sais pas si elle a un sens plus particulier que ça, j'ai des petites théories là-dessus. Mais en tout cas, il a une clochette autour du cou qui fait gling gling gling. Oui, et il a du sang sur les mains également. Oui, il a du sang sur les mains, exactement. Détail qui va être très important. Donc il s'avère que en fait, il est en train de poursuivre la source des coups de feu. Qui s'avère être 2 voitures en train de se tirer dessus, en train de faire un road rage très rage.
On sait à l'américaine, hein, donc voilà, ils ont des flingues, ils s'assurent dessus dans la rue. Et il s'avère que il en veut beaucoup à une des deux voitures. Alors je sais pas si t'as les images. Alors, je sais pas si j'ai les voitures spécialement après. Mais Alors, en ce qui fait, se passe, c'est que bon, déjà, on voit qu'il est dans un quartier un peu pourri. Je sais pas où ça a oui. été tourné, tiens, d'ailleurs, je pourrais regarder. Ah, attends. Ce qu'il Ah, va ça a faire été est qu'il tourné va faire- à Mexico. À Mexico, ah bah d'accord. Et voilà, donc c'est ce qui explique qu'il fasse assez beau pour Noël. Du coup, alors voilà, il fouille une poubelle, pourquoi? Pour se trouver une arme. Voilà, il va trouver une espèce de baramine et il va sauter sur la voiture, enfin essayer de mettre un coup de baramine dans le pare-brise de la voiture. Donc en fait, ce qu'on croyait être, à la base, on se disait quand même, il avait un petit peu l'air d'un homme qui fuit. Parce qu'en fait, le côté, j'ai un petit pull de Noël et je suis en train de courir et j'ai du sang sur les mains, on se dit pas c'est un mec qui traque quelqu'un, quoi. C'est-à-dire il a pas vraiment la tenue du tracker. Et on a déjà un petit retournement de situation, c'est qu'en fait c'est lui qui traque des gens. Et ça va mal se passer, voilà. Ça va mal se passer. Il va traquer les gens, effectivement, il va commencer à essayer de leur taper dessus. Et ces gangsters sont des gangsters, donc ils sont armés jusqu'aux dents, et vont l'attraper et vont lui tirer dessus. C'est ça. Et malheureusement pour notre personnage, qui n'a pas eu l'occasion d'en placer une pour le début du film, il va se prendre une balle dans la gorge, ce qui va lui endommager les cordes vocales et le rendre mutique. Enfin muet. Voilà. Après, il choisit d'être mutique aussi, il y a ce détail-là aussi. Oui, parce qu'il pourrait parler avec effectivement un dispositif un peu à la... Le machin là. Voilà, ce qu'on met quand on a une trachéotomie. Malheureusement, le seul exemple que je connais de quelqu'un qui parle avec ça doit être dans South Park, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Alors, ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu, c'est que c'est un film qui a quand même des partis pris assez forts en termes de scénario et de mise en scène. En termes de scénario, déjà, comme le personnage est muet, on va avoir un film qui sera intégralement sans dialogue, ou en tout cas, peut-être certains personnages vont parfois parler de temps en temps, mais ce sera vraiment très sporadique. Peut-être 4-5 fois dans le film. Et effectivement, ce ne sera pas des dialogues, ce sera des voix qu'on entendra à la radio, ou alors sa femme qui va lui parler, mais elle va lui dire vraiment 3 mots. Ce qu'on peut dire sur la mise en scène, c'est que c'est à la John Woo, donc il y a quand même pas mal d'effets et de stylisation, en tout cas des plans. Et d'ailleurs, oui, en fait, on est devant un film qui est quasiment muet, parce qu'à la manière des films non parlants du début du siècle, on va avoir, comme tu disais, seulement certains dialogues, et en fait, ces dialogues, on peut les voir un peu comme des... les panneaux qu'il y avait, parce que dans les films muets, si vous en avez déjà vu, enfin non parlants plutôt, les personnes parlent, ils se parlent entre eux, mais ils vont pas nous donner tous les dialogues, ils vont nous donner ceux qui sont importants. Et je trouve qu'on a un peu ça dans ce film, parce que au final, seuls les dialogues qui sont vraiment importants pour la compréhension vont servir, et puis le reste, c'est pas nécessaire. Et pour ce film, il a quand même un aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est que on est vraiment sur, pour le coup, avec ce dispositif-là, il est obligé de faire du show don't tell, donc obligé de montrer les choses et pas les dire. Donc bon, on est quand même sur un scénario qui casse pas trois pattes à un canard. Hein. C'est un scénario timbre-poste, hein, parce que là on peut tout de suite dire ce qui se passe, c'est qu'en fait, lors de la course-poursuite, son fils a pris une balle perdue, et donc lui court après les assassins pour essayer de les attraper, et ne va pas y arriver, va lui-même être... Alors on pense mortellement blessé, mais en fait il va avoir une balle dans le dos, une balle dans la gorge, il va s'en tirer, et décider de se faire un petit programme d'entraînement pour aller retrouver et tuer les assassins de son fils, qu'il a vu très nettement. Et effectivement, comme tu le dis, donc pas de dialogue, donc effectivement on est obligé de tout montrer. Alors moi qui me plains des dialogues explicatifs dans les films hollywoodiens, j'étais ravi, parce qu'effectivement là il n'y a pas d'explication, mais c'est vrai que c'est sur un scénario de timbre-poste, et que même avant de voir le film, on sait à peu près vers où ça va passer, et parce qu'on a les références du genre, quoi, tout simplement. Oui. Et puis même il y a des... je trouve que des fois il s'est un petit peu perdu dans son truc de montrer, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires de montrer, qu'on avait parfaitement compris... avant qu'on nous en parle. Oui, malheureusement, il fait quand même des plans explicatifs. C'est-à-dire, oui. Parce que par exemple, comme le fait que y a un fils, on l'apprend très vite, et puis après, rapidement, tu connectes les points, tu vois. Enfin, il y a le fils, il a du sang sur les mains, il est pas content. Le fils est plus là, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oui, on comprend très très vite, et après c'est vrai que le film s'appesantit un peu là-dessus. Après, je sais pas s'il s'appesantit là-dessus tellement pour expliquer ce qui s'est passé, plutôt que pour montrer peut-être l'état émotionnel du personnage. Là j'ai mis un petit plan, alors chez John Woo, les oiseaux, John Woo et les oiseaux, c'est une grande histoire d'amour. Nous n'aurons que cette petite perruche ou perroquet, je ne sais pas exactement ce que c'est comme oiseau qui viendra... Perruche.
sur le bord. La première scène où on comprend qu'il est muet et qu'il peut plus parler, il essaie de crier, il n'y arrive pas. Déjà, moi, ce que je peux dire à ce stade-là, juste, je fais une petite parenthèse, je trouve que Joel Kinnaman, il en fait pas des caisses, et il est très convaincant en même temps, alors que, en fait, toute la stylisation de John Woo va un peu en faire des caisses, justement, sur le côté très dramatique, très mélodramatique de l'ensemble, mais lui, il va avoir un visage quand même assez placide, et il va se dégager de lui quand même une certaine humanité, mais une certaine aussi... Il va se dégager de lui une certaine normalité. C'est-à-dire c'est vraiment un mec normal à qui il est arrivé un drame. Et je trouve qu'il arrive quand même à faire passer beaucoup d'émotions à travers son visage, son regard, ses attitudes, etc. Et la performance d'acteur me semble intéressante, alors on aurait pu s'attendre à un premier rôle un petit peu... le rôle du tueur un peu habituel, sanguinaire, avec du sang-froid, un peu badass. Et lui, parfois, tu sens qu'il est un peu frappé par sa médiocrité aussi, quoi. C'est ce qui fait un petit peu l'intérêt du film. Et donc, va s'en suivre une scène, effectivement, de flashback, où on va vraiment comprendre qu'il avait un fils, et on va voir le fils se faire tuer lors de la fusillade. Et cette scène-là, alors, je pense qu'on peut revenir un petit peu dessus, c'est une scène qui est, alors vraiment, typiquement dans le style John Woo, où la caméra tourne dans tous les sens, on va avoir des effets de lumière, on va avoir des cuts assez fréquents, des zooms, des ralentis, et une musique très violon, très mélodramatique, qui va bien insister sur les choses. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette scène-là ? Alors j'ai trouvé que, bon voilà, je disais un peu plus tôt, mais peut-être qu'il a passé un petit peu trop de temps dessus, je trouve ça un peu long pour ce que ça raconte. Par contre, il faut reconnaître que la mise en scène de cette séquence est incroyable. Il y a des idées, il y a la mise en scène partout, et c'est trop bien. Et en fait, alors, moi le problème que je vais avoir avec la scène, c'est que, en fait, c'est tellement sursignifié que je la trouve pas du tout émouvante. C'est-à-dire vraiment, puis en plus on le sait déjà, on a déjà compris, donc il n'y a pas de choc, ou il y a pas de... C'est-à-dire je ressens pas grand-chose. Par contre, le mood que ça fait sortir, c'est le mood des films de John Woo qu'on retrouve un peu, quoi. C'est vraiment, ça bouge dans tous les sens, et on se laisse... Ça crée une espèce d'effet un petit peu tourbillon, d'une certaine manière, qui fait que on est quand même entraîné par le flot d'images, quoi. Et John Woo, il sait quand même gérer un flot d'images et avoir plein d'idées, avec la réserve que j'avais déjà fait par exemple sur Le Monde après nous, c'est que c'est un peu des effets dans des effets dans des effets, et un peu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets, donc on se régale, c'est très créatif. Parfois ça peut être jusqu'à l'écœurement, quoi, aussi, d'une certaine manière. Mais après c'est aussi le truc de ce film, c'est que vu que voilà, comme on le dit déjà, on a retiré un des aspects de ce que fait un film normalement, c'est-à-dire les dialogues. On vire les dialogues, on a un scénario qui est bateau, donc fatalement ce qui va rester, c'est du cinéma, enfin de la mise en scène du coup, et du jeu d'acteur, et c'est vrai qu'ils y vont à fond, hein. Et après, bon, comme tu disais, moi je suis quand même d'accord avec toi, c'est que ça étale un petit peu la confiture parfois, parce que il y a un côté où le film dure 1h45, je crois. Vraiment, ils auraient pu couper un quart d'heure sans aucun problème, et je pense même qu'en réalité, sur un scénario et sur un enjeu un petit peu d'exercice de style, puisqu'il y a l'idée on se dit quand même, on fait un film sans dialogue. Je pense que ça aurait même mieux tenu en 1h10, 1h20. Alors je sais que la norme dit qu'il faut faire des films au-dessus d'1h30 à Hollywood, donc je pense que c'était peut-être pas possible, mais ça dessert un petit peu le film, d'avoir un format comme ça qui s'étire un peu dans des scènes qui restent malgré tout assez... le choix des scènes qui est fait, ça reste les scènes essentielles d'un film de vengeance où y a le drame, l'entraînement, les obstacles et la confrontation finale, quoi. Ça va pas du tout dans d'autres directions que ça, ce qui est assez dommage. Mais après aussi, dans le côté exercice de style, forcément on se cale sur un canevas. C'est un petit peu le principe. Donc c'est à la fois limitatif et à la fois ça peut permettre de... C'est ça, on va le voir. Est-ce que ça a permis de trouver des horizons un petit peu différents, quoi, dans le film. Pas de dialogue, mais on va voir un petit peu quand même des SMS parfois popper à l'écran ou avoir des informations de manière un petit peu textuelle. Oui, mais techniquement c'est pas non plus du dialogue, il répond pas. Puisqu'il répond pas, oui. Alors effectivement, des fois, on lui parle et il répond pas. Je crois que le seul vrai dialogue qu'il y a dans le film, c'est à un moment, la police, ils parlent entre eux sur la radio, et il y en a qui répondent bien reçu. Et ce qui n'est même pas du dialogue. Alors, je vais pouvoir flex encore. Quand on dit bien reçu, ou quand on dit allô, ou ce genre de choses, donc c'est la fonction fatigue du langage, et en fait, c'est dans le langage, on répond juste pour dire oui, on est bien en contact, quoi. C'est tout ce qui fait qu'on vérifie que le fil n'est pas rompu lors de la communication, quoi. Oui. Donc on peut pas vraiment dire que ce soit du dialogue. Il y a eu un échange dans les deux sens, tu vois. Voilà, c'est ping-ping. Voilà, c'est ça la fonction... Ping-pong, d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand elle lui demande si elle a vu ses clés, elle est en retard et tout, en vrai, elle cherche pas ses clés. Ce qu'elle veut, c'est savoir comment lui y va. Ouais.
et pas bien, voilà. Voilà, ça va pas fort. Hein. Il a pas besoin de gueuler pour qu'on le sache, mais donc il va chercher à retrouver. Donc ça c'est le grand méchant. Hein. Donc il y a un grand méchant tatoué, très méchant, qui va retrouver. Donc effectivement ça ne va pas très fort. Il est dans une quête de vengeance et il va écrire qu'effectivement à la veille de Noël il y a un projet, Kill Them All, tuer-les tous. Un projet pour lequel on est venu par ailleurs. Hein. Nous on est venu pour voir ça. Bel hommage à Metallica. Et donc il commence à s'entraîner. Et alors ça, c'est un truc qui m'a plutôt bien plu dans le film, c'est que souvent dans les films de vengeance, on partait toujours avec un personnage qui était soit policier, soit un ancien militaire, ou un mec en tout cas qui avait déjà des techniques de combat, qui fait que il a quand même toute la matière pour déjà aller se battre avec les gens. Il va refaire un entraînement pour se mettre un petit peu à plein physiquement, puis il va partir tabasser du méchant. Et lui, en fait, comme c'est un mec un peu lambda, il va se faire son petit entraînement lui-même, il va se faire son petit entraînement à la mode 2023, c'est-à-dire regarder des tutos sur YouTube. Et on se dit, oula, ça va peut-être pas marcher ton affaire quand même. Hein. Oui, bah il part de zéro, hein, donc voilà. Enfin, il part de zéro. Le film, on l'a déjà vu sur les images, mais le film passe beaucoup de temps à lui mettre des vêtements amples pour montrer que dessous il a du muscle, parce qu'il a pas fait pousser ses muscles pendant le tournage. Hein. Oui, ils essaient de cacher, ce que tu veux dire, c'est qu'ils essaient de cacher ses muscles précédemment. Oui. Et non, parce qu'en vrai, il est déjà en forme. Hein. Oui, voilà, ouais. 44 ans, vous allez voir, j'ai une image après, retenez ça. Il va commencer à faire aussi sa petite enquête pour trouver les gens. Donc là, on est face à ce qu'on appelle communément l'éclairage bisexuel. Hein, c'est un vrai truc, vous pouvez aller voir sur Wikipédia quand on met du bleu et du rouge comme ça. Ça ne correspond pas du tout au personnage, du coup, hein, c'est pas du tout l'intention qu'il y avait là. C'est juste qu'il est dans un endroit où il y a des néons qu'on voit d'ailleurs un petit peu derrière et qui se reflètent pour que ce soit joli. Et c'est vers du côté de la planque des méchants. Donc en fait, il y a son entraînement et en même temps, il commence à faire des repérages pour savoir comment il va aller les tabasser, quoi, d'une certaine manière. Bah c'est ça, faut se renseigner un peu, tâter le terrain, et voilà. Voir comment on approche, parce que ça reste un type. Hein. Oui, voilà. Bon. Joel Kinnaman, 44 ans. Voilà. Bah, moi j'aimerais avoir le temps d'aller à la salle autant. Voilà, bon bah convaincant, hein, convaincant. Et donc voilà, il s'entraîne, mais on se dit quand même que ça va pas très bien se passer parce qu'il a quand même fait un entraînement YouTube et que c'était quand même un mec qui avait une vie de banlieusard et qui avait plutôt l'air d'être comptable là, quoi. Il faut se souvenir qu'on est dans un film américain fait par un réalisateur asiatique. Donc plus t'as des muscles, plus tu es fort. Bah, je suis pas sûr qu'avoir un six-pack ça aide vraiment pour les balles, mais voilà. Bon. Je suis pas sûr que ça les arrête effectivement. Et donc il va également s'entraîner à piloter sa voiture. Alors ça, si vous avez déjà joué à Driver sur PlayStation 1, vous avez des flashbacks du garage ou pendant le tutoriel, donc où c'était vraiment absolument horrible. Donc voilà, il fait ça en boucle pour essayer de s'entraîner. Il apprend à faire des drifts et donc on comprend que peut-être il y aura une petite course-poursuite en bagnole à la fin du film, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Donc là on est dans une scène un petit peu plus tard où sur un supermarché, par hasard, notre héros, qui n'a pas de nom d'ailleurs je crois, va croiser le méchant, celui qui a tué son fils et qui lui a tiré dessus, sauf que manque de peau, lui il se dit, il a un couteau sur lui donc il se dit je vais l'égorger tout de suite, mais il se trouve que cette espèce de gangster, il est intégré dans la communauté et il distribue un peu l'argent qu'il a piqué à droite à gauche ou qu'il a récupéré grâce au trafic de drogue, et donc il se dit bon je vais quand même pas égorger un mec devant les enfants, et grand mal va lui prendre puisque il y a un homme de main du méchant et la copine du méchant qui vont passer par là et qui pour une raison vont le bousculer. Alors pourquoi ils vont le bousculer? Alors ça j'ai pas très bien compris dans le film. Est-ce que c'est parce qu'ils voyaient qu'il avait un couteau et qu'il allait l'attaquer, ou c'était pas très clair pour moi cette scène? Non, je crois que c'est juste deux méchants. Hein, mais... Ils ont juste fait les méchants parce qu'ils sont très méchants. Et je me suis un peu posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que finalement ils l'observaient, ou ils ont vu qu'il était louche ou un truc comme ça, ou est-ce que ils ont vu qu'il était un peu misérable, du coup ils se sont dit on allait le bully. C'est une scène, ça m'a un peu interrogé, donc elle d'ailleurs va lui faire ce qu'on fait dans Glee, hein, un slushy, elle va lui lancer un slushy à la figure, et il va être un petit peu de nouveau ridiculisé en tout cas, et humilié. Et on va se rendre compte que la jeune femme qui est avec lui à cette occasion-là est un peu tenue par la drogue aussi, est une junkie. Donc ça permet aussi peut-être de montrer que c'est des trafiquants de drogue à ce moment-là. Même si précédemment on l'a vu pendant le repérage, elle avait l'air pas très nette. On va regarder comme ça. Oui. Non mais de toute façon il y a des trucs aussi où on voyait des gens se passer des trucs de main en main, donc voilà. On sait. Il va attraper l'un des premiers méchants, qui va mettre dans sa cave, et qui va accrocher de cette manière que j'ai trouvé plutôt amusante.
Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi il est accroché de cette manière? Est-ce que c'est une référence à des pratiques japonaises que je ne connais pas? Ou est-ce qu'ils se sont rendus compte que la cave, finalement, le mec était trop grand et il allait s'échapper, donc il fallait lui retenir les pieds, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Le mec est attrapé. Et d'ailleurs, on peut revenir vite fait sur le personnage de la mère qui, ça va. Elle voit ça dans, elle voit ça dans son garage, ça l'inquiète pas. Bah, la mère, on sait pas trop où elle est d'ailleurs à ce moment-là. Non. Je pense qu'elle est partie. Mais pareil, bon, voilà, voilà, spoiler, ça se passe mal, il commence à se taper partout. Oui, pareil, alors là. Et tu sais, moi je me disais, bon, il va peut-être devoir le cacher un peu à sa femme et tout. Et je le vois, il met un coup de tournevis dans la porte du lave-linge. Du lave-linge, ouais. Et je vois le machin, je me dis, ah bon, bah, ils vont devoir en parler peut-être. Bah non. Alors, scène assez intéressante parce qu'en fait, donc il arrive, à la base, il a un masque, il s'est mis un masque de soudeur pour pas se faire reconnaître, etc. Sauf qu'en fait, le mec en face, il l'a mal attaché, tout simplement, et que le mec va réussir à se libérer. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt du film, c'est que c'est un mec normal, et du coup, il fait des erreurs. Et donc, en fait, en faisant des erreurs, bah, il est obligé de vraiment se taper avec le gars. Par contre, on sent qu'il est quand même assez déter à lui mettre la misère une fois que le mec s'est détaché. Même si par la suite, on va voir que tuer pour lui est pas si simple. Et d'ailleurs, ouais, c'est un autre truc dont on peut parler, c'est par rapport aux scènes d'action, parce que là, du coup, on a la. Ouais, deuxième scène d'action, mais bon, la première c'est dans l'intro, ouais. Qui est pas très longue. Et dans cette deuxième scène d'action, on peut voir un truc aussi qui est assez marquant, c'est que John Woo, il garde son style John Woo, mais il est dans ce film-là dans quelque chose qui se veut réaliste. Ouais. Réaliste entre gros guillemets, hein, voilà. Mais du coup, ouais, on est dans je trouve un mélange assez particulier, parce que en plus, on est quand même dans une époque avec les John Wick et compagnie, où les films d'action à la hongkongaise, c'est bon, ça n'a jamais autant marché qu'aujourd'hui aux États-Unis, avec les succès qu'on leur connaît, parce que bon, John Wick, ils en ont fait 4 et ils pensent ressusciter le personnage. Il y a eu plein de succès d'année, celui-là en est un d'ailleurs. Hein. C'est un succès d'année de John Wick en réalité, puisque c'est la même productrice. Donc. Ah oui, bien sûr. Mais tu vois, et John Woo, une des personnes qui a lancé aussi ce genre de cinéma d'action, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il pourrait se lâcher et faire ce qu'il veut. Ouais. Et avec des gens qui glissent sur des rambardes, avec un pistolet dans chaque main, et pan, avec des colombes qui volent en arrière-plan, et pas du tout. Pas du tout, effectivement, il repart sur quelque chose d'un peu chaotique, c'est-à-dire tu sens qu'ils se tapent mais qu'ils savent pas trop comment se taper. Et effectivement, ce qui donne un côté un petit peu plus réaliste, mais qui est assez aussi intéressant, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attendait de John Woo. Donc c'est le soir du début de l'attaque. Et en fait, le premier truc qu'il fait, c'est le type qu'il a chopé. En fait, il lui a tranché les pouces, qui sont tatoués. Il les a envoyés à l'autre gang, et dans le but de déclencher une guerre des gangs, ce qui se passe, donc ça commence à tirer à tout va dans la ville. Exactement. J'avais oublié qu'il lui envoyait une salade de doigts, pour ceux qui ont la ref. Qu'on va voir d'ailleurs ici. Et d'ailleurs, sur cette scène-là, donc déjà, on va voir que le méchant est habillé en Père Noël et prend des rails de coke, hein, puisque c'est un film de Noël, ne l'oublions pas. Finalement, le côté film de Noël n'est pas très appuyé, mis à part dans la musique et certains motifs qu'on va trouver. Également, à ce moment-là du film, moi, je me pose quand même la question, je me dis... alors déjà, ce plan-là, il est intéressant, parce que c'est une espèce de travelling vertical. Ça commence sur un gros crâne en or, type vraiment logo de cartel mexicain, quoi. Et on voit ce type-là, donc vraiment tout tatoué, qui a encore un crâne sur son verre, etc. Donc qui a vraiment tous les attributs les plus caricaturaux du chef de gang, en fait. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, soit ça va trop loin, ça va pas assez loin, quoi. C'est-à-dire que, en gros, je me suis posé cette question-là, je me suis dit, à quel moment on est dans le cliché et à quel moment on est dans le over the top et le ultra référencé, etc. quoi. Et là, j'ai eu un petit problème quand même dans le film. Je me suis dit, mais ces espèces de méchants, ça fait un peu méchant de pacotille, quoi. C'est vraiment, on dirait, des méchants les plus caricaturaux que tu peux imaginer. Et d'un côté, je les trouve pas assez caricaturaux, quoi. C'est-à-dire, ça fait pas l'extra step pour qu'ils soient vraiment ridicules, quoi. Oui, non, mais en même temps, je pense que de la même manière que notre personnage principal est à la base un mec lambda, eux, c'est des gars de gang lambda, tu vois, genre c'est pas des super vilains, c'est pas des... ouais, mais ils ont quand même des dégaines de super vilains. Alors, est-ce que tu veux dire qu'ils se sont fait un petit peu des atours de grands méchants, alors qu'en fait, ils le sont pas tellement, ou... non, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, tu vois, on n'est pas sur des criminels, je veux dire, enfin, c'est le criminel que tu trouves au coin de ta rue, entre guillemets, tu vois. On n'est pas sur... au coin de ta rue, c'est t'habites à Albuquerque. Crime organisé au niveau mondial, oui, oui. Sur, voilà, un petit gang local, tu vois.
Ouais, mais alors du coup, je me suis dit, ouais, du coup, je me suis posé la question sur, parce que ça pourrait être des personnages qui en fait jouent au chef de gang et du coup, ils se prennent tous les attributs du chef de gang et tout ça. Mais en fait, le fait que John Woo, dans sa mise en scène, quand même, il iconise un peu ça, c'est-à-dire il montre quand même les logos, les éléments, les tatouages, il fait quand même des plans un petit peu marqués dessus, comme si c'était cool, sauf qu'en fait, c'est très caricatural, quoi. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, oui. Mm, mm. Mais après, de toute façon, après, c'est le truc de ce film aussi, c'est qu'à partir du moment où tu fais que que du visuel, t'es obligé de, oui, tu peux plus, enfin, à ce niveau-là, c'est pas de la symbolique, tu vois, c'est juste, ils te montrent les trucs parce qu'ils sont comme ça. Ouais. Donc voilà, le Père Noël et la Mère Noël sont en train de passer leur réveillon bien tranquillement, en attendant que euh, l'homme vengeur arrive et ne perturbe la soirée. Tiens, d'ailleurs, je profite, est-ce qu'on voit la caméra, là? Ah, je la vois pas, hein. Non, on la voit Pas où ils l'ont pas. planqué? Ouais, bonne question, tiens. Pas où ils l'ont planqué, mais on la voit pas, ouais. Et donc arrive donc la grosse scène d'action du film. Donc le personnage de Joel Kinnaman va arriver avec sa voiture, va commencer à dégommer des gens, va arriver dans le building et va commencer à dégommer des gens aussi. Et en fait, quand j'ai vu ce plan, j'ai fait, mais en fait j'ai compris. J'ai compris ce que c'était. En fait, la boucle est bouclée. Et là, j'ai eu un flash. Mais en fait, il manquait la veste en cuir. C'est pour ça que je l'avais pas jusque-là. C'est qu'en fait, dans les années 2000, il y a l'esthétique de John Woo est devenue tout à fait commune, notamment à travers Matrix, et notamment aussi avec un autre média culturel qui reprenait un petit peu ces codes-là. Et c'est un jeu vidéo et ça s'appelle Max Payne. Et Max Eh Payne, oui. c'est un mec avec un manteau en cuir. Et c'était un jeu dans lequel, alors c'était à la fois un simulateur c'était un shooter quoi, où tu tirais sur des méchants gangsters de ce style-là, très caricaturaux. Le film était un peu une parodie de films noirs américains par ailleurs. C'était à la fois un film noir avec des côtés parodiques, on va dire. Et, euh, et en même temps, comme tu bougeais la caméra et que tu pouvais faire des ralentis quand tu tirais, c'était ça la grande innovation du jeu. C'est qu'en fait, quand tu tirais, tu pouvais passer au ralenti pour mieux viser, ce qui était une idée de génie. Et en plus, tu pouvais tourner la caméra. Donc en fait, c'était un jeu où tu jouais à être John Woo. Tu faisais des jolis petits plans de caméra autour du personnage pendant que le mec était au ralenti et tirait sur les gens. Et en fait, je me suis dit, mais ça y est, la boucle est bouclée. En fait, le film, c'est Max Payne, parce qu'en fait, c'est le même scénario. C'est un mec qui se fait tuer sa famille et qui décide de se venger. Et je me suis dit, mais en fait, ça y est, John Woo a fait Max Payne. Alors, mais du coup, a fait Max Payne pas dans son style. C'est ça qui est assez étonnant. Puisqu'en fait, Oui. des grands ralentis et des grands. Alors là, on est quand même dans le. Si le film, en fait, donc le film est un film d'action. Si le film a un morceau de bravoure, c'est vraiment cette scène de l'escalier. Donc il va vraiment monter dans l'escalier, dégommer les gars et tout ça, avec un montage qui est assez réussi, je dois dire. En plan Euh, séquence. de Alors, quoi faux plan séquence, mais en plan séquence. Oui, faux plan séquence, mais en plan séquence. Donc c'est la scène pour moi qui est un petit peu marquante dans le film en termes d'action, puisque la scène en voiture est assez anecdotique précédemment. Et d'ailleurs, pour cette scène, parce que genre, des scènes d'action en escalier en plan séquence, ces dernières années, on en a vu Ah oui, quelques-unes. il y en a plein. Et pareil, je me suis dit, là, je me suis j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais John Woo, il en a vu plein ces derniers temps, ça devait le démanger de faire la sienne. C'est ça. Et puis, bah, ils nous en montrent une qui est très bien. À noter que par Là-dessus. exemple, elle est bien mieux que celle du James Bond, parce que dans Mourir peut attendre, à la fin, il y a une scène comme ça où il monte dans un escalier et dégomme des gens. Et le montage est abominable, c'est vraiment Ouais. affreux. Et là, celle-là, quand même, marche assez bien. Après, bon, alors ça reste quand même une scène relativement classique. Elle est un peu longue, un peu plus longue que le reste. Après, c'est pas non plus extrêmement spectaculaire. C'est une bonne scène d'escalier, on va dire ça. Mais après, ce film-là ne fait pas dans le spectaculaire. C'est ça aussi Ouais, qui est assez bizarre. On s'attendait pas à ça. bah oui, oui. Mais en tout cas, c'est un film d'action, donc il y a quand même des côtés spectaculaires dans le sens où il y a du côté. Mais en fait, comment dire ça? En fait, je dirais que le film, il est toujours un petit peu entre deux eaux, et toujours un peu Ouais. partagé entre vouloir avoir une espèce d'ancrage avec son personnage qui est très humain, et d'un autre côté, vouloir être le film d'action qui a été commandé à la base, qui est en fait une espèce de succès d'année de John Wick un peu spectaculaire. Parce que même avant de monter les escaliers, là j'y repense, mais il y a une explosion, qui est d'ailleurs la seule explosion du film. Mhm. Bon, hormis les coups de feu qui sont techniquement des mini-explosions, mais bref, vous m'avez compris. Et l'explosion, genre, c'est pas filmé avec un ralenti, c'est pas un truc gigantesque, c'est. Non, c'est une explosion qui a l'air une explosion normale, bon, qui fait cramer des gens, certes, mais une explosion qui a pas l'air d'être tant exagérée que ça.
Bon, sachant qu'une voiture qui explose, c'est toujours un peu exagéré, parce que normalement, c'est pas censé marcher comme ça. Le personnage va tomber sur la junkie, et évidemment, ce qui va se passer se passe. C'est qu'on va se dire, comme il est humain, bah, il va pas vouloir quand même tuer une femme de sang-froid. Il va pas y arriver. Ce que j'ai pas dit précédemment, c'est qu'il a déjà tué quelqu'un lors de la scène en voiture, donc dans une scène qui est pas trop mal quand même, où en fait il tire un petit peu à l'aveugle au-dessus de lui, parce qu'il sait que le mec est au-dessus de la voiture, et il le tue, et immédiatement après, il va vomir. Parce qu'en fait, c'est la première personne qui tue, donc en fait, il le vit très mal. Et donc, ce qui explique que là, logiquement, il ne peut pas tuer une femme de sang-froid dans le film, ce qui sera une erreur, puisque elle va lui tirer dessus immédiatement. D'ailleurs, ça c'est un peu un truc que je trouve un peu débile, parce que d'ailleurs, elle commence d'ailleurs par leur tirer dessus, et une fois qu'elle est prise par surprise, il se demande est-ce qu'il les parie ou pas, alors qu'il s'est jamais posé la question avant. Je trouve qu'il y a limite un côté un peu sexiste, tu vois, genre pourquoi elle mériterait pas de se faire tirer dessus comme les autres. Complètement, je pense que c'est parce que c'est une femme, ça c'est la première raison. Et aussi, il la regarde, elle lui fait une tête où effectivement, tu peux pas tuer quelqu'un qui te fait cette tête-là, quoi. C'est-à-dire que elle l'implore d'une certaine manière avec ses yeux, ce que par exemple d'autres personnages n'ont pas fait, ou quand elle se battait n'a pas fait, et là c'est son empathie finalement qui va le rendre faillible à sa vengeance. En général, moi j'aime bien mes films de vengeance de deux manières. C'est soit vraiment le mec est un survivant, un warrior, et il va pas se faire avoir par ce genre de truc, il va l'avoir direct, soit le mec effectivement est faillible, et donc du coup est jusqu'au bout faillible. Donc en fait je trouve que la caractérisation du personnage pour le coup est pas mal faite, de ce point de vue-là. Nous allons avoir ce plan, parce qu'il va tuer le méchant, et lui-même va se faire encore une fois tirer dessus, donc ça va mal, hein, on va vous le dire, de toute façon le personnage meurt à la fin, et il va voir des images de son film dans les boules de Noël. Je trouve ce plan d'une laideur et d'un kitsch infini. Voilà, c'est mon avis sur ce plan. Je vais peut-être la proposer pour le compte Twitter qui répertorie les plans moches. Et oui, et du coup, voilà, pendant que... Parce que, bon, certes, il a eu sa vengeance à ce moment-là, mais surtout, il est en train de mourir à côté du méchant, qui vient de tuer. Le flic va pas très bien non plus à ce moment-là. On peut parler d'un autre aspect du film, parce que tu parlais de sa petite clochette plus tôt. Ouais. Petite clochette qui, une fois qu'il rentre chez lui, il se l'arrache du cou. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin du film, en fait, il est certes dans une quête de vengeance, mais surtout dans une quête autodestructrice, qui de toute façon ne pouvait l'amener qu'à sa mort. Parce qu'on n'est pas dans le genre de film, on n'est pas dans ce genre de film où il pouvait s'en sortir sans encombre, c'est pas James Bond. Et du coup, voilà, mort du héros. En sachant que James Bond est mort dans le dernier, un âme. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Il est déjà mort plusieurs fois, James Bond. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors pour revenir sur cette histoire de clochette, alors moi j'avais plusieurs théories. J'avais la théorie que c'était son fils qui l'avait mis autour de son cou pour rigoler, parce qu'il trouvait ça marrant. Mais on le voit pas. Mais on le voit pas. Après, je crois qu'il y avait aussi le côté, tu sais, comme les plaques de soldats qu'on retire après leur mort. Ah oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Vu qu'il la retire avant, ça voudrait dire qu'il est déjà prêt à mourir à ce moment-là. Ah ouais, c'est intéressant. Voilà, si vous avez des théories, dites-nous vos théories. Et donc à la fin, on va se retrouver sur la tombe du petit garçon, autour de laquelle ils ont mis un train électrique. Alors je ne sais pas, je pense pas qu'ils le laissent là à l'année. Ça m'a paru, c'est une idée visuelle, pourquoi pas, mais ça m'a paru assez étrange à ce moment-là. Le père va avoir laissé une lettre pour expliquer à sa femme qu'en réalité il voulait la justice. Moi en termes de bilan sur le film, du coup, j'ai trouvé que le film était quand même... Alors, il avait un postulat intéressant, qui était celui de faire un film sans dialogue. Et au final, je me suis quand même un petit peu questionné sur qu'est-ce que ça a apporté au film. Et alors, il y a un truc déjà qui est intéressant dans les films sans dialogue, c'est que ça apporte de l'attention. C'est-à-dire qu'on est obligé de vraiment regarder le film. On peut pas se dire, même si c'est sur une plateforme de streaming, on peut pas dire je fais autre chose à côté, parce qu'en fait, tout ce qui va être signifiant va être montré à l'image. Donc ça, déjà, j'ai trouvé que le procédé était intéressant à notre époque. J'ai trouvé aussi que ça apportait au film une atmosphère assez particulière et un côté assez brut, on va dire, au film. Ça apportait de la brutalité au film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication, ça tourne pas autour du pot, ça va direct sur le truc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et voilà, après, sur le fond du film en lui-même, donc j'ai trouvé que effectivement le gimmick était plutôt intéressant en tant qu'exercice de style. Après, j'ai trouvé quand même que le film suivait un chemin qui était un chemin de série B ultra classique, n'en sortait jamais vraiment, quoi. Et en réalité, ça apportait pas beaucoup plus que ce qu'une autre série B apporterait. Donc pour moi, en fait, c'est juste une série B, mais une série B qui aurait des intentions, donc c'est une série B un petit peu plus ambitieuse qu'une série B normale, mais je suis pas sûr que ça vole tellement plus haut. Après, moi, j'ai toujours plaisir de avoir des séries B, déjà, j'adore ça, les séries B.
Là, ce qui me plaît, moi, dans le film, je dirais que c'est surtout la performance de Joel Kinnaman. Parce que je trouve que dans le film, j'ai plaisir à le suivre, j'ai plaisir à voir ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très intense sur tous les plans. Il capte bien l'image. Donc rien que pour ça, j'ai eu du plaisir à voir le film. Après, très honnêtement, je pense pas que c'est un film que je reverrai, au-delà du plaisir de la découverte de ce gimmick et de ce que j'ai eu. Parce que je trouve que les morceaux de bravoure, donc qui sont la scène de l'escalier, comme je l'ai dit, et peut-être la scène d'introduction, pour moi c'est pas mal, mais ça reste pas extrêmement marquant, ça reste pas extrêmement créatif non plus, même si le film essaie des choses. Donc voilà, c'est pas plat, mais c'est pas non plus pour moi extrêmement mémorable. Je suis d'accord aussi. Malheureusement, ouais. Parce qu'en fait, c'est un film d'action, mais genre d'action dans les années 80. Ouais. Et aujourd'hui, bah, on est passé à autre chose, Hollywood, notamment parce que John Woo a participé à ce qu'on passe à autre chose. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Il y a on retrouve un peu de ces gimmicks quand même de films d'action. Il y a un passage où il y a Kid Cudi qui a un pistolet dans chaque main et Ça c'était très Max Payne, ça. Ouais. Mais bah, il en manque. Surtout, en plus, c'est dommage, c'est surtout qu'aujourd'hui, vu ce qui est proposé dans le cinéma d'action blockbuster américain, ils peuvent, ils pourraient y aller, tu vois. Moi, j'aurais préféré des trucs avec des grosses chorés, des ralentis, des colombes qui volent dans tous les sens. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'on était venu. Et à la rigueur, que John Woo veuille faire un film peut-être un peu anti-spectaculaire, pourquoi pas. Après, je pense pas que le film ait suffisamment de substance pour se passer de spectacle, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que au-delà du petit twist qui fait qu'en fait le personnage n'a pas la carrure à être un vengeur, je trouve que le film manque de matière, en fait. Parce que finalement, nous faire de grandes envolées mélodramatiques sur le personnage principal qui a perdu un enfant, c'est le scénario ultra classique qu'on voit à Hollywood. Enfin, c'est vraiment c'est tellement classique que quand Max Payne ils se sont dit on va faire une parodie de film hollywoodien, bah c'est le pitch qu'ils ont pris, quoi. Donc je trouve ça bizarre. C'est presque comme si on revenait en arrière, quoi. On dirait presque un film que John Woo aurait fait avant de faire ses films de John Woo, quoi. Mais du coup, ouais, ça fait un film un peu safe, je trouve. Ouais. Alors peut-être aussi que bon, je sais plus, ça fait pas mal de temps quand même que John Woo il avait pas tourné à Hollywood, si je dis pas de bêtises. Bah oui, ça fait depuis 2008, hein, puisque 2008, même peut-être avant, depuis Paycheck, hein, donc ça date 2000, Paycheck peut-être 2003 dans ces eaux-là. Donc en même temps, c'est peut-être un film où il s'est dit bon, sur celui-là, je vais pas prendre trop de risques, on va faire un truc simple, attendu, tout ça. Enfin, attendu, non, mais voilà, un truc simple qui choquera personne, qui est accessible au premier américain et tout. Mais peut-être que ce film-là, bah, du coup, c'est le nom de John Woo, de toute façon, est connu, donc ça permet de remonter, de rappeler que John Woo existe, et peut-être que derrière, on va lui proposer de faire d'autres films plus ambitieux. Et voilà, peut-être que c'est aussi juste une porte d'entrée, enfin une nouvelle porte d'entrée pour John Woo pour revenir dans ce milieu-là. Ouais, c'est assez étonnant. C'est quand même, moi, je mets quand même un point d'interrogation sur le film parce que je me demande finalement le pourquoi du projet, quoi. C'est-à-dire quand je regarde le high concept, je me dis le scénario en tant que tel n'a pas spécialement d'originalité, etc. Il y a juste le gimmick qui est là. Et oui, mais c'est pour ça, tu vois, genre pour ce genre de projet, j'ai l'impression que la seule plus-value, en fait, c'est John Woo. Bah c'est ça. Et puis, pour moi, Joel Kinnaman qui fait le taf, mais effectivement, John Woo effectivement vient apporter une patte. C'est vrai, on retrouve un peu sa patte par moment, mais si peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a été entravé pour le faire par la production? Mais je crois pas, parce que c'est quand même la productrice de John Wick, de Sicario, donc c'est quand même des films plutôt disruptifs par rapport aux autres. Même Wind River, c'est pas des films qui sont sur des trames très classiques ou justement qui cherchent. Bon, si John Wick, ça en cherche à en mettre plein la vue avec de l'action, mais pas Sicario ou Wind River par exemple. Et donc du coup, je me pose la question de qu'est-ce qui n'a pas marché, quoi, finalement. C'est-à-dire, ou alors, est-ce que les intentions, voilà, soit en fait. Peut-être le film est entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être les intentions à la fois d'avoir le style de John Woo avec des envolées, le côté un petit peu tourbillonnant, mais que ce soit pas sur les scènes d'action. Et c'est peut-être ça un petit peu le twist qu'ils ont tenté de faire là. Et pour moi, ça marche pas trop. Après, peut-être aussi que tout simplement, alors ça peut être déjà, première raison, le budget n'était pas très gros. Donc en fait, pour faire des grosses scènes d'action, faut avoir un très beau budget, un très gros budget. Et donc en fait, peut-être qu'il avait juste pas les moyens de ses ambitions. Ça, c'est la première théorie.
Et la deuxième théorie, c'est peut-être que John Woo avait besoin de payer ses impôts, et en fait il a accepté ce contrat-là en projet de commande, et en fait il a fait un peu ses trucs comme ça vite fait, mais il s'est pas pris la tête plus que ça. Ce qui serait bien triste, parce que je pense qu'il a plus à apporter, mais, Oui. mais voilà, en tout cas moi quand je vois le film et que j'arrive à la fin du film, c'est les seules théories que je suis capable d'échafauder sur pourquoi on a ce résultat un petit peu moyen à la fin, quoi. Même si, encore une Non, fois, grand plaisir à voir une petite série B, et je préfère voir un film moyen de John Woo que voir un mauvais direct ou DVD quelconque, quoi. Ah oui. Mais Mais bon, après, voilà, comme je disais, ça se trouve, c'est peut-être un film qu'il a fait en lui disant, bah écoute, tu prends celui-là, tu fais de ton mieux avec le peu de budget que t'as, ouais, et puis voilà. pour le moment, on va se débrouiller pour que t'aies plus de thunes, tu vois. Ouais, tu vois, tu es dans une optique Bah oui. positive, et moi je ne suis pas positif. Moi je vois tout de suite le côté négatif. Je me dis, non, non, mais il y a une arnaque derrière, quoi. Alors, du coup, on fait les recos, et Nam, tu as bien évidemment prévu des recos. Oui, j'ai bien prévu une reco. Il s'agit d'un. Bah, je me suis dit, bah, quitte à parler de John Woo, je vais proposer un film de John Woo. Ah bah, pourquoi Et pas? alors, du coup, moi, je proposais un film de John Woo chinois. John Woo en Chine. John Woo en Chine qui a beaucoup de thunes. John Woo en Chine qui a tellement de thunes qu'il a sorti un film. Et après, ils en ont fait une version longue. Eh oui. Parce que il n'y a pas que Zack Snyder qui a droit à des versions longues. Il s'agit des trois royaumes que tu as cité au début. Eh oui, j'ai pré-shot. Euh, Alors, d'ailleurs, pour cette histoire de version longue, je crois qu'en fait, le film est sorti en Chine en version longue, en deux parties, parce que c'est un film en deux parties. Et Oui. donc, il y a une version Director's Cut qui réunit les deux parties. Et en Europe, il est sorti en une seule partie. Il est sorti, il s'appelle Les Trois Royaumes en Europe. C'est ça. À Hong Kong, il Mais s'appelle une version Chibi. raccourcie. Et Chibi, donc il y avait Chibi Part 1 et Chibi Part 2. Donc un film historique sur l'histoire des Trois Royaumes. Un énorme blockbuster. Historique. Historique, oui, encore une fois. Et, avec des bons effets spéciaux, dans mon souvenir. Des beaux combats bien épiques, comme on aime bien. Oui. Et assez vulgarisés. Notamment, moi, je trouve la version courte pas du tout déshonorante. Parce qu'en fait, ils rajoutent, par exemple, pour la version occidentale, des titres pour expliquer qui sont les mecs, qu'est-ce qu'ils font, etc. Des choses qui sont un peu du lot D'accord. commun. Et donc, en fait, c'est pas mal de voir les deux. Peut-être voir la version européenne dans un premier temps, et si vous aimez bien, de voir la version longue après, peut-être. Parce Ouais. que c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas vu la version européenne. Je suis passé Ouais. directement à la version complète. Ou alors non, je crois que j'ai vu la version raccourcie une première fois, mais c'était pas la version européenne non plus. Et après, j'ai vu la version longue. Mais après, pour le coup, c'est vrai que les Trois Royaumes, moi, c'est une période que je connais pas mal, notamment grâce à la Dynasty Warrior. Donc c'est vrai que bah, pour le coup, les personnages, la situation, qui fait quoi et tout, je sais. Mais c'est vrai que si tu connais pas l'histoire, on est sur ce serait quoi l'équivalent par Ouais. chez nous? Game of Thrones, hein, si tu veux. On aurait Game of Thrones ou les légendes arthuriennes, sinon, on peut dire ça. La- Légendes arthuriennes, mais avec les rois beaucoup plus maudits. de personnes. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est vrai que Game of Thrones, les rois maudits, c'est un côté lignée dynastie, alors que là, c'est plutôt vraiment un conflit qui est un peu compliqué, quoi. Ouais. Ok, et ben moi, alors j'ai une reco, et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mon film de vengeance vraiment bas du front préféré? Vraiment, je me suis dit, vraiment, c'est le film justement qui essaie pas d'être autorisant et qui essaie d'être un peu débilos, quoi. Et alors, donc, ma reco, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune. Il faut me pardonner. C'est aussi pour ça que j'aime bien ce film. C'est la version de The Punisher de Jonathan Nestley avec Thomas Jane et John Travolta, si je dis pas de bêtises. Et donc Punisher, la version de 2004, qui en fait, alors c'est une version que tout le monde trouve nulle et absolument infâme, qui a été suivie par un court-métrage qui s'appelle Dirty Laundry, vous pouvez essayer de regarder ça aussi, qui donnait à voir un petit peu ce que le film aurait été si les studios l'avaient pas rendu family-friendly, parce que c'est un film de vengeance de Punisher, mais alors c'est très mignon. C'est-à-dire, même la scène de torture est très mignonne. Parce qu'il y a aussi une scène où un mec est accroché dans un garage. Donc du coup voilà, dans le registre, mon premier film de vengeance, moi je le trouve très sympa et plutôt rigolo. C'est pas du tout un grand film, mais pour le coup c'est un film que j'ai plaisir à revoir de temps à autre, comme ça quand ça passe sur RTL 9 par exemple, là où ça doit passer. Ok. Voilà. Et bah voilà, c'était tout pour ce segment. Si vous avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, vous connaissez la musique. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir les prochaines sorties, tout simplement. Et on vous dit bye bye. À bientôt.